Il y a deux films de Ozu, l'un qui vient de sortir, qui s'appelle Voyage à Tokyo, l'autre qui sort en ce moment, ces jours-ci, qui est Le goût du saké. Il y a une espèce de découverte de Ozu, où les revues de cinéma françaises commencent à mettre des photos de films de Ozu en couverture. Il y a des dossiers Ozu, tant dans les cahiers du cinéma que dans Positif, dossier auquel vous avez participé. Alors, on peut savoir qu'est-ce que cette découverte subite et qui est ce metteur en scène? C'est un metteur en scène que je dirais mystérieux dans sa simplicité. D'abord, le nom lui-même d'Ozu est quelque chose de mystérieux et de très simple. 3 lettres, un Z, 2 voyelles, O-U. Un homme qui est né le 12 décembre 1903, qui est mort le 12 décembre 1963, donc pour l'anniversaire de sa naissance. Un homme qui était célibataire, qui a vécu avec sa mère pendant 60 ans, toute sa vie. Elle meurt, 3 mois après, il meurt. Un homme qui a fait 54 films, tous pour le même producteur, sauf 3. Un homme qui a commencé à faire seulement un film parlant en 1936, alors que tout le monde faisait des films parlants depuis 6 ou 7 ans. Un homme qui a commencé à faire des films en couleur en 1958, alors que tous ses confrères faisaient déjà des films en couleur. Donc un refus pratiquement de bouger, une sorte de stabilité, d'équilibre. Alors ça, c'est la première chose qui frappe chez Ozu. Ce qui frappe également, c'est son style. Un homme qui a toujours, ou presque toujours, en tout cas à partir de 1940, refusé les mouvements d'appareil. C'est toujours le plan fixe, ou presque toujours le plan fixe, avec une caméra qui est quelques centimètres au-dessus du sol, ce qui correspond un peu à la philosophie zen, qui dit que finalement c'est comme la vie quotidienne, simplement tout se passe quelques centimètres au-dessus du sol. C'est le satori japonais. Et c'est un peu aussi la position, c'est en même temps philosophique et réaliste, parce que c'est la position du japonais qui est assis sur le tatami, et c'est de là qu'il voit l'univers, dans cette position assise. Donc en même temps c'est réaliste. Alors, déjà, tout cela est très très mystérieux. Des titres de films qui semblent être toujours les mêmes, on les confond. Début de printemps, début d'été, automne tardif, printemps précoce, une après-midi d'automne. On a l'impression qu'il a refait toujours le même film, toujours des films sur des familles japonaises, des rapports de mariage, les vieux et les jeunes, le travail et la famille, etc. Alors, tout cela est extrêmement intriguant et en même temps d'une totale simplicité. La deuxième chose qui est très intrigante, c'est que Ozu a été totalement inconnu en Occident pendant très longtemps. Un exemple, il est mort en 1963 et c'est 15 ans après sa mort, alors qu'il avait été 7 années, pendant 7 ans, il avait été nommé le plus grand cinéaste de son pays. Eh bien, malgré tout, on ne voyait jamais ses films dans les festivals de Cannes ou les festivals de Venise. Je crois qu'il a été montré 1 ou 2 fois à Berlin. En tout cas, on l'a complètement ignoré. Et 15 ans après sa mort, pour la première fois, on montre des films de lui en France. Les Anglais et les Américains ont commencé il y a 20 ans, parce qu'ils sont toujours plus intrigués, plus intéressés par l'Asie, et nous commençons à prendre la suite. Je crois qu'on n'a pas du tout de problème pour entrer dans le monde d'Ozu. On a peut-être quelques problèmes au niveau de la lenteur, ou peut-être une certaine passivité, justement ce plan fixe, mais je crois que si on accepte ce style, ensuite tout ce que nous dit Ozu, les rapports entre les personnages, c'est vraiment ce que l'on peut observer en banlieue, en province, à Paris, avec ses grands-parents, ses enfants. C'est vraiment le comble du familier, alors qu'en même temps c'est le comble de l'exotisme, puisque Ozu, ça se rattache à toute la civilisation japonaise, à l'art des fleurs, au zen, au tir à l'arc. C'est vraiment toute une philosophie qui est spécifiquement japonaise. Mais on se rend compte que souvent en art, plus on est local, plus on est particulier, plus on est universel. Sur ces images filmées récemment au Japon, citons Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver, metteur en scène de Blue Collar et auteur d'un livre sur Ozu, Bresson et Dreyer. Le zen est la quintessence de l'art traditionnel japonais. La façon dont le zen a réussi à prédominer dans la peinture, l'art des jardins, la cérémonie du thé, la poésie, le no, le judo, le tir à l'arc, et ces arts mêmes sont des précédents au film de Ozu. Si vous voulez, on peut dire que, également dans la philosophie zen, le futur n'a pas d'existence parce qu'il est irréel, que le passé n'a plus d'existence parce qu'il est terminé, et que seul ce qui compte, c'est l'instant présent. Il y a donc chez Ozu cette délectation, cette intensité du moment vécu. C'est ce que l'on ressent sur l'écran. C'est-à-dire que le moment que l'on voit, c'est ce qu'il y a de plus plein. Vous trouvez que c'est du cinéma réaliste? C'est-à-dire que c'est un cinéma qui cherche la réalité.
réaliste, ça voudrait dire qu'il la trouve. Mais je crois que ce qu'il cherche, il cherche à la questionner. Il cherche d'une certaine manière, à la mettre en question. Et ce qu'il décrit, c'est, je crois, pour ça que j'y suis tellement attaché, que ça m'a fait un effet tellement fort. Je pourrais dire, c'est ce qui se passe quand il ne se passe rien dans la vie. Il est extrêmement attentif à ce qu'on pourrait appeler, à ce qu'on appelait l'infraordinaire, en opposition à l'extraordinaire. La deuxième chose qui me frappe, c'est la manière dont sont composés les décors. Il y a donc dans chaque image un avant-plan, un premier plan et un arrière-plan où se trouvent les personnages. Presque tout le film est fait d'ailleurs en intérieur. Il y a l'intérieur d'un café, l'intérieur de la maison de cet homme, de la maison de son fils, etc. Et je crois que il y a une profusion de choses, une sorte d'énumération énorme d'objets qui finalement, au départ, ressemble seulement à quelque chose qui serait un décor et finalement devient, on pourrait presque dire, un des personnages du film. Et je crois que c'est de cette manière-là que Ozu a voulu décrire un des axes essentiels du film, qui est l'opposition très grande entre le Japon traditionnel, enfin le Japon dans lequel on pense qu'il a vécu, et l'invasion des gadgets américains, l'invasion de la société de consommation. Et je crois que ce qui empêche les films d'Ozu de tomber dans le naturalisme ou dans l'anecdote ou dans le détail sordide ou dans la platitude, c'est justement une forme extrêmement stylisée, extrêmement distante, et un travail formel considérable qui fait que cela empêche constamment justement l'effet de naturalisme de se passer. C'est ça qui arrive chez Ozu. Un peu, on peut le comparer, si vous voulez, en peinture, à des peintres comme Chardin ou Cézanne, qui aussi utilisent des pichets, utilisent des nappes, des poires. Et puis, en même temps, on ne peut pas dire qu'on est dans une description photographique des choses, car c'est finalement le comble du formalisme à partir du comble de la réalité. Ce comble du formalisme se retrouve partout, dans un Japon moderne, apparemment monstrueux, violent et amorphe, à l'image de ces grandes villes. Le tir à l'arc, l'art des fleurs, ne sont pas des coutumes exhumées avec tendresse, comme chez nous la bourrée auvergnate. Le Japonais, lui, passe sans difficulté de ses autoroutes angoissantes à sa maison traditionnelle. Il enfile son kimono et retourne aussi vite à sa télévision, envahie de publicités agressives. Pour l'architecte japonais traditionnel, comme pour Ozu, la beauté est inséparable d'un total dépouillement. Ce palais impérial du XVIIe siècle n'est fait que de papier, de bois, de chaume, identique à n'importe quelle maison traditionnelle japonaise. Ozu, lui, se refuse l'enchaîné, le panoramique, le travelling, tous ces signes extérieurs de richesse des mises en scène dites brillantes. On a écrit que les films d'Ozu étaient structurés comme le haikai, cette forme de poésie japonaise née au XVIIe siècle, l'art d'évoquer en 17 syllabes quelque chose de fragile, apparemment sans début ni fin. Le parfum de l'orchidée et le murmure de l'eau qui coule sont deux objets de mon amour. Sous la pluie printanière, tendre bavardage du manteau de paille et du parapluie. Le lutteur à la veillée raconte à sa femme le combat qu'il n'aurait pas dû perdre.
Elle remue ses nageoires au fond des eaux, la carpe songeuse. Avec un taureau à bord, un petit bateau traverse la rivière à travers la pluie du soir. Pour citer à nouveau Paul Schrader, le principe de base du zen, mou, est le concept de vide, de négation, de vacances. « 30 rayons convergents réunis au moyeu forment une roue. Mais c'est son vide central qui permet l'utilisation du char. Les vases sont faits d'argile, mais c'est grâce à leur vide que l'on peut s'en servir. Une maison est percée de portes et de fenêtres, et c'est leur vide qui la rend habitable. Ainsi l'être produit l'utile, mais c'est le non-être qui le rend efficace. » Comme les artistes traditionnels, Ozu met en scène des silences et des vides. Les règles qui régissent l'art du thé, le tir à l'arc, le judo, loin d'occuper l'esprit, le libèrent, le rendent capable de ne penser à rien, d'être éternel. Les acteurs d'Ozu racontent qu'il les forçait à refaire la même scène 20 ou 30 fois avant de tourner, afin d'éliminer toute nuance, toute subtilité, au profit de gestes d'automate. Sur la tombe d'Ozu est inscrit ce caractère, mou, le vide. C'est très curieux, j'ai pleuré à ce film à 2 reprises. J'ai pleuré en voyant la jeune femme dans son costume traditionnel, enfin de mariée, la jeune fille, lorsqu'elle apparaît. Et il y a cette espèce alors là, je crois que c'est un plan d'une extrêmement grande violence et dureté. Tout compte fait pour ce que vous savez du Japon, il est peut-être simplement typiquement japonais, comme aucun film japonais de ceux qu'on a vus ne l'a jamais été. Est-ce que vous êtes posé cette question en voyant le film? En vous disant, je n'ai jamais été au Japon, c'est peut-être ça le Japon. Mais je ne sais pas si c'est... Je crois pas que je puisse... Je ne sais pas si je peux me poser la question par rapport à... en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai reçu ce film. J'ai pas reçu ce film comme une image du Japon. J'ai reçu ce film comme l'image d'un cinéaste. Enfin, je ne sais pas si c'est très... c'est quelque chose qui est plein autour. Je veux dire, c'est une chose pour moi extraordinaire que d'avoir cette impression de rentrer, pas de plein pied, mais au bout d'un certain temps de film, dans l'univers de quelqu'un, enfin de sentir qu'il y a derrière, que tout ce qui est dans ce film a été voulu, a été construit d'une manière, pas en référence au Japon, mais en référence à une sorte de perfection du cinéma.